Je n'aurais jamais pensé que rentrer de l'hôpital serait comme une intrusion. Le taxi est parti et je me suis retrouvé là, sur le porche de la maison dans laquelle j'avais vécu pendant 38 ans. Mais la clé dans ma main n'a pas tourné la serrure. J'ai essayé à nouveau, puis je l'ai secoué, pensant que le froid avait peut-être déformé le métal. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Le nouveau cadenas argenté. Mon nom avait disparu de la boîte aux lettres, remplacé par une étiquette en plastique avec « J&B Edwards » écrit de la main bouclée de Brooke. La maison que j'ai payée. Les murs que j'ai peints. Les roses que je plantais chaque printemps ont disparu. Une voix derrière moi, douce et tranchante comme un couteau enrobé de sucre. Linda, oh, tu es rentrée tôt. Je me suis retourné. Elle était là, Brooke, ma belle-fille, à peine 30 ans. Toute la confiance et le collagène dans un pantalon de yoga et une queue de cheval parfaite. Elle n'avait pas l'air surprise. Au contraire, elle avait l'air légèrement agacée, comme si j'avais interrompu quelque chose. J'ai été libéré 2 jours plus tôt que prévu, dis-je lentement. Ma voix semblait étrange dans ma gorge. Où est Jason? Brooke croisa les bras. Au travail, on ne t'attendait pas encore. Ma valise était posée à côté de ma canne sur le porche. Le chauffeur a dû le déplacer là avant même que je le remarque. Ma canne, dis-je en la ramassant. Je ne peux pas entrer, ma clé ne fonctionne pas. Oh, dit-elle légèrement. Oui, nous avons changé les serrures, c'est légal. Je la regardais fixement. Quelles affaires juridiques? Brooke n'a pas cligné des yeux. Jason a déposé la propriété sous notre nom. C'est pour ton propre bien, Linda. Pour simplifier les impôts, tu te souviens? Non, je n'ai jamais accepté ça. Brooke poussa un soupir dramatique. Tout a été géré pendant que tu te rétablissais. Tu as signé les papiers, tu ne t'en souviens pas? Procuration. Tu étais encore dans le brouillard à cause de l'AVC, je suppose. Mais tout est fini maintenant. J'ai senti mes jambes vaciller. Je me suis agrippé à la balustrade du porche. Le cœur battant. Je ne suis pas confus, dis-je, ma voix s'élevant. C'est ma maison. Un rideau tremblait de l'autre côté de la rue. Les voisins regardaient, faisant semblant de ne pas le faire. Brooke pencha la tête, sa voix sirupeuse. Je pense que tu es encore un peu émotif. Peut-être que tu devrais retourner au centre de soins. Ils ont dit que tu serais là jusqu'à la fin du mois. Je suis parti tôt, ils m'ont autorisé à partir. Je ne suis pas confus, répétai-je. Mais mes mots semblaient légers. J'habite ici. Jason et moi. Jason et moi vivons ici maintenant. Sa voix devint glaciale. Tu devrais y aller, Linda. Ce n'est pas une bonne image de rester ici et de provoquer un drame. Tu as besoin de repos, je t'appellerai pour te ramener. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma mâchoire était si serrée que ça me faisait mal. Elle se retourna et entra. Elle ferma la porte derrière elle. Comme ça. Je suis resté devant cette maison pendant 26 minutes. Assez longtemps pour que mes doigts deviennent engourdis. Assez longtemps pour voir les gens de l'autre côté de la rue jeter un coup d'œil et chuchoter. Assez longtemps pour que mon cœur se brise complètement. La canne dans ma main ne servait plus seulement à garder l'équilibre. C'était la seule chose qui me maintenait debout. Parce que le poids dans ma poitrine, le chagrin, la trahison, l'humiliation étaient trop lourds à porter seul. Alors c'est comme ça que ça se termine, me suis-je dit. Mais ce n'était pas la fin. Pas encore. 6 semaines plus tôt. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital froide avec une douleur sourde derrière l'œil droit. Et une infirmière m'appelle par mon nom, doucement mais avec urgence. Linda, tu as eu un accident vasculaire cérébral mineur. Tu vas bien. Tu es à l'hôpital. À ce moment-là, la pièce s'est brouillée comme de l'eau sur du verre. Mon cerveau fonctionnait, mais lentement, lentement, comme si tout était sous l'eau. Mes mots ne sont pas sortis correctement. Jason était à l'hôpital dans l'heure. Brooke a suivi avec un bouquet et son téléphone déjà sorti. Prendre une photo comme si c'était une sorte de sortie scolaire. Oh, maman, dit-elle en posant une main fraîche sur mon bras. Vous nous avez fait peur. Mais le médecin a dit que c'était très mineur. Tu as de la chance. Jason hocha la tête solennellement, mais ses yeux ne rencontrèrent pas vraiment les miens. Nous avons discuté, dit-il en s'accroupissant à côté de mon lit comme s'il avait une nouvelle à annoncer doucement.
Tu vas avoir besoin d'un peu de temps de récupération. Et la maison n'est pas l'endroit le plus facile en ce moment. Les escaliers, le désordre, le stress. Je clignais des yeux, essayant toujours de comprendre pleinement ce qui se passait. Je peux récupérer à la maison. Brooke a sauté dedans. Nous avons déjà visité un magnifique centre de soins, à seulement 10 minutes de chez nous. C'est calme. Ils ont du personnel à temps plein, une thérapie, votre propre chambre privée. C'est temporaire, bien sûr, a ajouté Jason. Jusqu'à ce que tu sois à nouveau stable. Nous nous occupons de tout à la maison, factures, courses, courrier. Nous viendrons te rendre visite tous les jours. Chaque mot était empreint d'inquiétude. Chaque regard, chaque contact, chaque promesse, peaufinée et pratiquée. Et dans cet état brumeux et brisé. Je les ai crus. Parce qu'ils étaient ma famille. Parce que je voulais croire que j'étais important pour quelqu'un. Parce que je ne voulais pas être un fardeau. Alors j'ai hoché la tête. Et dans les 48 heures, j'ai été enregistré à Willow Glen. Un bâtiment à l'odeur neutre avec des murs beiges, un personnel sympathique et des jeux de bingo quotidiens. Ma chambre avait un lit double, un plateau de lit. Et une citation encadrée au-dessus de la commode qui disait « Le rétablissement est un voyage, pas une destination ». Je me suis accroché à cette phrase les premiers jours. Je me suis dit que c'était juste temporaire. Que Jason et Brooke me soutenaient. Que j'ai eu de la chance. Ils sont venus 2 fois cette première semaine. Jason a apporté des magazines et un chargeur de téléphone. Brooke est venu une 2e fois avec une boîte de tisane et un petit presse-papier. Juste pour vous aider à suivre vos médicaments. J'étais tellement reconnaissant. J'ai même pleuré quand ils sont partis. J'ai tellement de chance, ai-je dit à l'infirmière ce soir-là. Mon fils et ma belle-fille prennent tellement bien soin de moi. L'infirmière sourit. Mais quelque chose vacillait dans ses yeux. Je ne le savais pas à l'époque. Mais j'avais déjà vu ce regard au cours de mes années d'enseignement. Lorsqu'un étudiant essayait de rendre le travail de quelqu'un d'autre. Pitié, résignation. Un avertissement silencieux que vous ne voulez pas encore entendre. Mais je ne l'ai pas vu pour ce que c'était. Pas alors. Je pensais que j'étais protégé. Je ne savais pas que j'étais mis en prison. Les 2 premières semaines, ils appelaient tous les jours. Brooke répondait par un « Salut maman », joyeux et chantant. Et remplissait les minutes avec des mises à jour joyeuses. Comment ils organisaient le garde-manger. Peindre la salle de bain des invités d'un gris apaisant. Comment Jason réparait enfin cette porte arrière qui grinçait, comme je le demandais depuis des années. Parfois, elle tenait le téléphone pour que je puisse entendre le martèlement. Tu vois? Il s'y met vraiment? Il dit que c'est thérapeutique. Jason intervenait également, mais toujours brièvement. Je t'aime, maman. Tu as déjà l'air mieux. C'était tout ce dont j'avais besoin, juste le son de sa voix. Ce garçon que j'ai élevé. Me faisant sentir que j'avais encore une place dans le monde. Quand je raccrochais chaque soir, je me sentais plus stable. C'était solitaire dans cette petite pièce aux murs beige et au doux claquement des chaussures des infirmières à l'extérieur. Mais leur voix rendait cela supportable. Je m'allongeais, fermais les yeux et imaginais la maison pleine de soins. Brooke gonflait les oreillers. Jason balait les feuilles dans la cour. Je les imaginais mettre de côté du courrier pour moi. Payer les factures à temps. Je prépare une tasse de thé frais au citron, exactement comme je l'aime. Et puis, comme ça, les appels ont cessé. Au début, je n'étais pas inquiet. Ils sont probablement juste fatigués ou occupés. Ou peut-être qu'ils préparent une surprise. Peut-être peindre ma chambre, réorganiser les meubles, nettoyer en profondeur les tapis. Je me suis dit n'importe quoi pour empêcher le silence de s'installer. Mais les jours s'éternisaient, l'un après l'autre. Sans sonnerie de téléphone. Les infirmières étaient gentilles. Mais leur vie n'était pas les miennes. Ma voisine de lit, Sharon, ronflait presque tous les après-midi et parlait dans son somme. Aïe de mari décédé et de factures impayées. Les repas étaient chauds mais sans saveur. Les jours se fondaient les uns dans les autres comme une aquarelle, floue, faible, oubliable. Après une semaine sans appel. J'ai laissé un message vocal. Salut chérie, dis-je dans la file, essayant de paraître optimiste. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'espère que tout va bien à la maison. Tu me manques. Rien. Encore 3 jours.
Puis j'ai envoyé un texto. Fais-moi savoir quand tu seras libre de parler. J'aimerais savoir comment avance la maison. Toujours rien. J'ai demandé à l'infirmière de m'aider à vérifier mon téléphone. Peut-être que quelque chose n'allait pas avec ça. Peut-être que je les ai bloqués accidentellement. Elle a examiné attentivement les paramètres. Elle secoua doucement la tête et la lui rendit. Pas de problème ici, mademoiselle Linda. Peut-être qu'ils sont juste distraits. Ça arrive. Distrait. Ce mot est resté dans ma poitrine comme une pierre. J'ai essayé de ne pas le laisser paraître. Je jouais au bingo le jeudi. J'ai regardé les mêmes émissions d'information de l'après-midi en mode muet. J'ai même commencé à lire les livres que Brooke a apportés lors de sa deuxième visite. Mais chaque fois que je voyais la photo de ma maison collée à côté de mon lit, celle que Jason avait prise lors de notre dernier barbecue d'été, j'ai ressenti le silence plus profondément. Ma maison. Ma famille. Ils étaient juste distraits. Je n'en avais aucune idée. Pendant que j'étais assis dans ce lit de convalescence, compter les heures entre les appels téléphoniques. Ils détruisaient ma vie. Une pièce à la fois. À un moment donné, j'étais assis près de la fenêtre, regardant deux écureuils se poursuivre à travers un érable, lorsque l'infirmière Diane a frappé doucement et est entrée avec une tablette à la main. « Salut Linda » dit-elle, toujours aussi détendue. « Tu utilises parfois Facebook ?» »« De temps en temps » répondis-je en me redressant. « Pourquoi ?» Elle s'est approchée et s'est assise à côté de moi, une pointe d'hésitation dans son sourire. Je parcourais des groupes de déco. Je suis un fan de celui-ci pour les rénovations mid-century. Et regardez qui est apparu. Elle a tourné l'écran vers moi. C'était Brooke, parfaitement posée, un pied derrière l'autre, souriant comme une influenceuse. La légende disait, un aperçu de notre dernier projet de rénovation. Le moderne rencontre le classique. J'ai hâte de vous montrer la transformation complète. Les hashtags se succédaient, #NewHomeVib, #KitchenGoal, #Blessed. Mais ce n'était pas le sourire qui me coupait le souffle. C'étaient les armoires derrière elles du bleu pâle que j'avais peint moi-même, d'un geste raide et avec du ruban adhésif. Les salières et poivrières en céramique en forme de coque, qui appartenaient autrefois à ma grand-mère, étaient maintenant exposées comme des accessoires. J'ai pris la tablette des mains de Diane et j'ai pincé l'écran pour zoomer. Ma cuisine, mais sans moi. Les plans de travail brillaient du marbre neuf, à ce qu'il paraît. Le carrelage avait disparu, remplacé par de larges planches de bois précieux. Mes rideaux de dentelle, remplacés par des stores élégants. Où, quand cela a-t-il été publié, demandai-je, d'une voix à peine murmurée. Hier, dit doucement Diane. Je fixais l'image sans relâche. Chaque détail était une trahison. Le torchon à imprimer citron que j'avais tant aimé avait disparu. L'aimant que j'avais trouvé lors de mon voyage en Arizona avait disparu. À sa place, une scène soigneusement préparée pour les likes et les commentaires d'inconnus. C'est ma cuisine, ai-je dit. Pas à elle. Pas à personne, en fait. Juste un soupir d'incrédulité. Je m'en doutais, dit Diane. Elle ne me força pas, resta assise à mes côtés, tandis que la froide prise de conscience m'envahissait. Mes mains tremblaient en lui rendant la tablette. L'image était déjà gravée dans ma mémoire. Ce n'était pas juste une rénovation. C'était un remplacement. Une véritable efface silencieuse. Il n'était pas seulement distrait. Il changeait ma vie, comme dans une émission de télé-réalité sur les maisons à rénover. Et soudain, tout a pris un sens. Le silence. L'absence. L'empressement à m'envoyer me reposer. Il ne me préservait pas la vie pendant ma convalescence. Il la déchirait, morceau par morceau, sans que je sois là pour les arrêter. J'ai appelé Jason 3 fois cette nuit-là. Aucune réponse. Juste sa voix, creuse et impersonnelle. Vous êtes bien Jason. Laissez un message. La première fois, je n'ai rien dit. J'ai juste tenu le téléphone contre mon oreille, hésitant entre pleurer ou crier. Aucun des deux n'est venu. J'ai raccroché. La deuxième fois, j'ai murmuré « Salut ma puce ». J'ai vu le poste de Brooke. On dirait que la maison avance. Je voulais juste savoir, quand est-ce que je peux rentrer? J'en ai terminé là. Pas d'accusation. Pas de larmes. J'espérais encore, oh mon Dieu, je ne sais même pas à quoi.
Une explication. Des excuses. L'assurance que tout cela n'était qu'un gros malentendu. Mais la vérité était que je le savais déjà. Au troisième appel, j'ai laissé un message plus long. Jason, je ne comprends pas ce qui se passe. C'était ma cuisine. C'était ma maison. Je sais que tu as dit que c'était temporaire, mais ça fait des semaines. Je me sens plus forte maintenant. Je peux me débrouiller seule. Je veux rentrer à la maison. J'ai marqué une pause, puis j'ai ajouté plus doucement, tu me manques. Ma maison me manque. Appelle-moi, s'il te plaît. J'ai mis fin à l'appel et je me suis assis là, tenant le téléphone comme s'il s'agissait d'une encre m'empêchant de m'enfoncer dans le tapis beige. Toujours rien. Pas de sonnerie. Pas de bourdonnement. Pas de nouvelles de mon fils. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je fixais le plafond, observant les ombres se déplacer à chaque passage d'une voiture. Le faible bourdonnement du chauffage. Le grincement occasionnel des tuyaux. Tout semblait lointain et irréel. Dans l'obscurité, j'ai commencé à faire ce que je ne m'étais pas encore autorisé à faire, j'ai passé en revue chaque conversation, chaque papier que j'avais signé. Avais-je raté quelque chose? Avait-il glissé quelque chose dans ces formulaires d'autorisation médicale alors que j'étais confus et effrayé? Je me souviens de Brooke assise à côté de mon lit cette première semaine, bloc-notes à la main, me disant des choses comme « Ne t'inquiète pas, c'est la routine. Signez ici pour qu'on puisse parler à vos médecins. » Est-ce que c'était ça? Leur avais-je confié les clés de ma vie pendant que j'essayais de me rétablir? Je me sentais stupide. Vieille. Faible. Et pire que tout, seule. Car que faites-vous lorsque l'enfant que vous avez élevé utilise votre propre vulnérabilité comme un outil contre vous? Vous commencez à tout remettre en question, y compris vous-même. Les familles montrent leur vrai visage quand il y a de la paperasse, a déclaré Sharon avec désinvolture, en retirant le couvercle d'un pot de pudding avec la même insouciance qu'elle accordait à la plupart des choses. Elle avait 71 ans, s'était cassé la hanche lors d'une chute 2 mois auparavant et ne croyait pas qu'il fallait édulcorer quoi que ce soit. Que veux-tu dire? Demandai-je en essayant d'avoir l'air désintéressé. Mais mes doigts se resserrèrent autour de la tasse de tisane à la camomille que je n'avais pas touchée. Elle haussa les épaules. Je l'ai déjà vue. Une amie à moi. Elle est entrée en rééducation pour son genou. À la sortie, elle a découvert que sa fille avait vendu la maison. Elle a prétendu que c'était trop cher pour elle. Elle l'a installée dans un appartement pour personnes âgées sans même demander son avis. Elle a aussi pris son chien. J'ai cligné des yeux. C'est sa fille qui a fait ça? Ouais. Sharon prit une bouchée de dessert, tout en souriant. Elle a dit que c'était pour sa sécurité. Elle a dit qu'elle finirait par s'adapter. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la légère vapeur qui s'élevait de mon thé, essayant de ne pas imaginer mes roses arrachées du jardin ou ma porcelaine emballée et mise en vente en ligne. Sharon m'a regardé, les yeux perçants malgré sa démarche lente. Pourquoi? Qu'est-ce qui te donne l'impression qu'on t'a coupé l'herbe sous les pieds? J'ai hésité, puis j'ai dit prudemment, je pense que mon fils et sa femme prennent des décisions sans moi. Elle renifla. Eh bien, rejoins le club. La plupart des gens de notre âge sont invisibles, sauf si on paie pour quelque chose. J'aurais voulu dire non. Que Jason n'était pas comme ça. Qu'il m'aimait. Que je devais mal comprendre la situation. Que je n'avais pas élevé quelqu'un qui volerait la maison à sa propre mère. Mais mon silence disait ce que je ne pouvais pas dire. Le ton de Sharon s'adoucit légèrement. Écoute, ce n'est peut-être pas ce que tu crois. Peut-être qu'ils sont juste maladroits. Mais si ton instinct te dit que quelque chose ne va pas, ne l'ignore pas. Demande à quelqu'un de vérifier les papiers. Et ne fais pas confiance à quelqu'un qui sourit trop en te tendant un stylo. J'ai eu un léger rire, même si rien n'était drôle. Elle avait raison. Chaque fois que Brooke expliquait une formule, elle arborait ce sourire poli. Le genre qu'on pratique devant un miroir. Le genre qui ressemble à de la gentillesse jusqu'à ce qu'on réalise que c'est la dernière chose qu'on voit avant que le piège ne se referme. J'ai signé quelques papiers, dis-je doucement. J'étais encore sonné par l'AVC. Ils ont dit que c'était temporaire. Juste pour les soins médicaux. Alors tu ferais mieux de vérifier ce que signifie « temporaire », dit Sharon en léchant la cuillère. Cette nuit-là, tandis qu'elle ronflait derrière moi,
Je fixais le plafond et me demandais à quel point j'avais été trompé et à quel point ce que je pensais encore être à moi, ne l'était plus. Le lendemain matin, j'ai passé l'appel. Ni à Jason, ni à Brooke. À ma banque. Tout a commencé simplement. Juste une vérification de mes tripes. Un besoin discret de reprendre le contrôle. Peut-être que si je voyais mon solde, si je transférais quelques factures moi-même, je me sentirais moins comme un fantôme hantant ma propre vie. La femme au bout du fil était polie et professionnelle. Puis-je vérifier votre identité, madame, m'a-t-elle demandé après que j'ai donné mon nom. Bien sûr, ai-je répondu aux questions habituelles. Date de naissance, adresse, les 4 derniers numéros de mes contacts sociaux. Puis vint le silence. Elle s'éclaircit la gorge. Je suis désolé, mademoiselle Warner. Je ne peux pas vous donner accès à votre compte. Vous n'êtes plus répertorié comme responsable principal. Je me suis figé. Quoi? Elle parlait lentement, comme si c'était moi qui avais un problème d'audition. Le compte a été mis à jour il y a 5 semaines. Un représentant est désormais désigné. Toutes les activités doivent passer par lui. J'ai serré le téléphone plus fort. Qui est le représentant? Elle hésita. Brooke Warner Edwards. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. C'est ma belle-fille, ai-je dit automatiquement, même si les mots me semblaient maintenant étrangers, comme un titre qui aurait expiré sans préavis. Je comprends, dit doucement la femme. Mais à moins que vous ne vous présentiez dans une agence avec une pièce d'identité et des documents légaux révoquant son autorisation, je ne peux pas vous accorder l'accès. C'est pour votre protection. J'avais envie de crier. Protection. Ils m'ont dit la même chose quand ils m'ont placé dans ce centre de soins. Ils l'ont répété quand ils ont changé les serrures. Et maintenant, ils le répétaient, ils m'empêchaient d'accéder à mon propre compte. Pour ma protection. Comment est-elle ajoutée, demandai-je, la voix tremblante. Elle a présenté un formulaire de procuration signé, daté de la semaine où vous avez été hospitalisé. Ma main est devenue froide. Je me suis souvenu du presse-papier, de la précipitation à signer, de la façon dont Brooke souriait et disait, c'est juste pour que nous puissions gérer vos documents d'assurance. Encore ce sourire, celui pratiqué. J'ai raccroché sans terminer l'appel. Mon thé était froid. Ma colonne vertébrale était comme de la glace. Je ne savais pas ce qui m'effrayait le plus, la prise de conscience que j'avais perdu le contrôle de mes finances, ou le fait que je ne l'avais même pas remarqué jusqu'à présent. Tout ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient fait discrètement, avec une fausse inquiétude, avec des papiers, avec des sourires. Et la chose terrifiante? Ils n'avaient pas besoin de s'immiscer dans ma vie. Je le leur avais tendu, la main ouverte, confiant. Ils l'ont juste pris et ne l'ont jamais rendu. J'ai quitté Willow Glen 2 jours plus tôt. Je n'ai rien dit à Jason. Je n'ai rien dit à Brooke. Je viens de faire mes valises et j'ai demandé à l'infirmière Diane de m'appeler un taxi. Le trajet de retour à la maison ressemblait à une traversée en territoire ennemi. Mon estomac se retournait à chaque rue familière. Les arbres que j'avais l'habitude de tailler. La boîte aux lettres où j'avais l'habitude de glisser des mots pour le facteur pendant les vacances. Chaque centimètre carré m'appartient, du moins c'est ce que je pensais. Le taxi s'est arrêté sur le trottoir. Je suis sorti lentement, une canne dans une main, un sac de voyage dans l'autre. Mon souffle s'est arrêté lorsque j'ai levé les yeux. Nouvelle serrure. Une nouvelle sonnette. Et un nom manquant dans la boîte aux lettres. On pouvait y lire « L. Warner ». Maintenant, il était juste écrit « Les Edwards ». Je suis resté là un moment, clignant des yeux, comme si c'était un jeu de lumière. Puis j'ai pris ma vieille clé, car quelque part au fond de moi, je voulais encore croire que j'avais tort. Peut-être qu'ils ont simplement amélioré les serrures pour plus de sécurité. Ce n'était pas ce à quoi ça ressemblait. Mais c'était exactement ce à quoi cela ressemblait. La clé ne fonctionnait pas. J'étais encore en train de tâtonner quand la porte s'est ouverte. Brooke se tenait là, vêtue de leggings et d'un chemisier en soie, tenant un café au lait comme si c'était juste un autre mardi. « Linda », dit-elle d'une voix emplie de condescendance, « je ne savais pas que tu partais tôt. » Je reculai légèrement. Pourquoi la serrure est-elle changée? Elle sourit. Pour des raisons de sécurité. Il y a eu beaucoup de vols ces derniers temps. C'est ma maison, dis-je, le cœur battant. Brooke n'a pas bronché. En fait, ce n'est pas le cas.
Je la regardais fixement, sans comprendre. Elle brandit un dossier en papier craft et le tapota doucement. Tu as signé les papiers de transfert, tu te souviens? Pour des raisons fiscales. Jason t'a tout expliqué. Non. J'ai signé une procuration pour les formulaires médicaux. Elle a ri. Cela faisait partie du dossier. Mais vous nous avez aussi donné l'autorisation de gérer d'autres affaires. Vous étiez encore dans le flou à cause de votre AVC. Nous avons décidé de nous en occuper pendant que vous vous reposiez. Tout est légal. J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais accepté ça. Tu l'as fait, dit-elle simplement. Tu n'as simplement pas réalisé à quoi tu acceptais. Et juste comme ça, la vérité s'est brisée autour de moi. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un accident. C'était un plan. Je veux parler à Jason, dis-je d'une voix basse et tremblante. Il est au travail, dit-elle nonchalamment en sirotant son café. Et franchement, il est épuisé. Cette transition a été difficile. On commence enfin à s'installer. Ta présence, ça va compliquer les choses. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Mon salon. Mon fauteuil inclinable. Mes photos de famille encadrées, toutes toujours là. Mais l'air avait une odeur différente, comme si quelque chose d'aigre s'était installé et avait pris racine. Brooke sortit et ferma à moitié la porte derrière elle, baissant la voix. Tu devrais y aller, Linda. Jason a visité une résidence pour personnes âgées très agréable. C'est abordable. Tu auras ta propre chambre. Pas de stress. Je n'ai pas bougé. Je sais que c'est dur, ajouta-t-elle d'une voix faussement compatissante. Mais il fallait penser à l'avenir. Tu n'en es plus vraiment capable. C'est mieux comme ça. Mes jambes tremblaient. J'ai serré la canne plus fort. Pas capable. J'avais envie de crier. Casser quelque chose. Pour la secouer jusqu'à ce que la vérité éclate et que Jason sorte en courant pour me dire que tout cela était une terrible erreur. Mais personne n'est venu. C'était juste moi. Le Porsche. La canne. Et mon nom a disparu, dépouillé de tout ce que je possédais autrefois. Et à ce moment-là, j'ai arrêté d'attendre le secours. Parce que les gens qui vous ont mis dehors ne reviendront jamais pour vous laisser entrer. Je ne me souviens pas d'être parti de la maison, seulement de la douleur que j'avais au genou lorsque je suis sorti du Porsche. La façon dont Brooke n'a même pas attendu le taxi, elle a juste fermé la porte derrière elle, comme si j'étais un avocat essayant de vendre quelque chose que personne ne voulait. Je suis resté assis à l'arrêt de bus en bas de la rue pendant presque 1 heure. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté assis là, à regarder le ciel devenir gris tandis que le soleil plongeait derrière les arbres. La canne semblait plus lourde que d'habitude. Le sac de voyage sur mes genoux s'enfonçait dans mes cuisses, mais je ne le bougeais pas. Finalement, j'ai appelé une personne. Nancy. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, peut-être plus. La vie nous avait éloignés l'un de l'autre. Mais je savais que le son de sa voix serait une bouée de sauvetage. Linda, répondit-elle, essoufflée, comme si elle s'était précipitée pour ramasser. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Juste de l'air. Linda, ça va? J'ai besoin d'un endroit où rester, murmurai-je. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste dit, je vais mettre la bouilloire en marche. Quand je suis arrivé, Nancy avait gonflé les coussins du canapé et sorti les bonnes couvertures, celles qu'elle gardait habituellement pour ses petits-enfants. Elle a préparé le thé comme je l'aimais, avec beaucoup de miel et un peu de lait, et ne m'a pas pressé jusqu'à ce que je sois prête. Je lui ai tout dit. Le centre de soins. L'appel de la banque. La serrure. Le sourire narquois de Brooke. Mon nom manque dans la boîte aux lettres. Le visage de Nancy passa de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à quelque chose proche de la fureur. Il faut lutter, dit-elle en posant sa tasse avec un tintement sec. Il le faut. Ils ne peuvent pas tout prendre. J'ai signé quelque chose, ai-je admis, la voix tremblante. De retour à l'hôpital. Procuration. Jason a dit que c'était juste pour pouvoir parler au médecin. Nancy se pencha en arrière et me regarda. Tu l'as lu? Je lui ai fait confiance, ai-je dit. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Quand elle l'a finalement fait, sa voix était douce. C'est ça le pire, non? Pas les papiers.
pas la maison. Le fait que ce soit lui. J'ai hoché la tête. Écoute, continua-t-elle, la voix de plus en plus forte. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ils attendent que vous soyez vulnérable, malade, fatigué. Ils sourient, vous parlent gentiment et vous prennent tout. Mais vous n'êtes pas impuissant. Vous avez encore votre esprit. Vous avez encore de la force. Et vous m'avez encore. Ma gorge se serra. Je n'avais entendu personne dire ça depuis si longtemps, que je n'étais pas seul. Nancy versa plus de thé et ajouta, tu n'y retourneras pas tant que ce ne sera pas à tes conditions. Compris. Je n'ai pas hoché la tête. Pas tout de suite. Je n'étais toujours pas sûr de pouvoir défaire ce qui avait été fait. Mais pour la première fois depuis des semaines, l'engourdissement s'est dissipé. Et quelque chose en dessous la rage, peut-être a commencé à respirer. Le lendemain matin, Nancy a placé un dépliant devant moi, entre une assiette de pain grillé et mon thé à peine touché. Aide juridique aux anciens juges, pouvait-on y lire. Protéger les personnes âgées contre les abus financiers, la coercition et la fraude. Ils ont aidé mon cousin l'année dernière, dit Nancy en versant plus de café. Son fils a tenté de réhypothéquer sa maison sans la prévenir. Ces gens ont jeté un coup d'œil au papier et ont tout bloqué en une semaine. J'ai regardé le papier. Puis vers elle. Tu penses que c'est de la maltraitance? Nancy n'a pas bronché. Comment appellerais-tu ça autrement, Linda? Ils ont pris ta maison. Ton nom. Ton argent. Ils t'ont enfermé dehors comme un chat errant. Ce n'est pas un malentendu. C'est une arnaque. J'ai expiré lentement. Je n'arrive toujours pas à croire que Jason ait laissé ça arriver. Elle l'interrompit doucement. Qu'il ait insisté ou qu'il ait laissé Brooke faire le sale boulot, il a laissé faire. J'ai regardé le dépliant. Il y avait un numéro en bas. J'ai pris mon téléphone. La réceptionniste au bout du fil était calme et professionnelle. Elle m'a demandé mon nom, mon âge, un résumé de ce qui s'était passé. Quand j'ai mentionné la procuration, elle m'a arrêté. Avez-vous une copie du document? Non, dis-je. Je l'ai signé à l'hôpital. Brooke l'avait. Je ne l'ai même pas lu. J'étais encore en convalescence. Il y eut une pause. D'accord, dit-elle lentement, son ton changeant légèrement, plus attentif maintenant. C'est vraiment utile. Si le dossier a été déposé pendant une période de déficience cognitive ou physique, nous pourrions peut-être en contester la validité. Vous souvenez-vous de la date exacte? Je m'arrêtai, essayant de saisir les bords brumeux de ma mémoire. C'était, peut-être 3 jours après l'AVC. J'étais encore à l'hôpital. Je pouvais à peine tenir une fourchette, et encore moins lire des documents juridiques. Cela aide, dit-elle. Je vais vous mettre en contact avec l'une de nos assistantes sociales. Elle s'appelle Clarissa. Elle est spécialisée dans ce genre de situation. Pourriez-vous m'appeler cet après-midi? Oui, murmurai-je, presque effrayé d'espérer. Oui, s'il vous plaît. Avez-vous un endroit sûr où rester en ce moment? Je suis avec un ami, ai-je répondu. Elle s'appelle Nancy. C'est bien, dit-elle doucement. Tu n'es pas seule, Linda. Nous allons faire tout notre possible pour t'aider. J'ai raccroché et j'ai regardé mon téléphone pendant un long moment. Non pas parce que je doutais d'elle. Mais parce que la plus petite braise de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines vacillait en moi, quelque chose de tenace, quelque chose de stable. Espoir. Nancy est entrée de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Comment ça s'est passé? J'ai levé les yeux. Ils vont t'aider. Elle hocha la tête une fois, ferme et fière. Bien. Parce que ce n'est pas fini. Loin de là. Et pour la première fois depuis que j'ai quitté cette maison, depuis que les serrures ont été changées et que mon nom a disparu de la boîte aux lettres, je l'ai cru. Ce n'était pas fini. Pas si j'avais encore une voix. Pas si j'avais encore du combat. Pas si j'avais encore des gens qui se souciaient suffisamment de moi pour me rappeler qui j'étais avant d'essayer de m'effacer. Ils pensaient que j'allais disparaître. Ils pensaient que j'allais disparaître. Mais je suis toujours là. Et je n'ai pas encore fini. Et si vous n'avez pas eu recours à un avocat indépendant, nous pouvons le contester. Mon cœur a fait un bond. Vous pouvez tout à fait, dit-elle. Mais nous aurons besoin de preuves email, SMS,
tous les documents qu'ils vous ont remis et nous devrons vérifier votre état mental au moment de la signature. Les dossiers médicaux nous seront utiles. Elle m'a donné une liste. J'ai noté chaque mot. Ce soir-là, j'avais ouvert mon ancien compte email sur la tablette de New York et commencé à fouiller. J'ai retrouvé la photo que Brooke m'avait envoyée par email de la rénovation de la cuisine. J'ai retrouvé les SMS où elle disait « Ne t'inquiète pas. On s'occupe de tout pendant ta convalescence ». J'ai retrouvé le message de Jason de la première semaine, signez simplement ce que Brooke vous donne. C'est tout standard. Standard. Un mot qui avait désormais un goût de cendre. J'ai sorti tous les reçus de Willow Glen que j'avais glissés dans mon portefeuille. J'ai noté chaque date de consultation d'infirmière, chaque jour où j'avais manqué un médicament parce que je ne parvenais pas à parler assez clairement pour le demander. Les fragments de ces jours brumeux ont commencé à former l'image d'une femme exploitée au plus bas par les personnes en qui elle avait le plus confiance. Nancy m'a aidé à tout organiser dans un classeur. Elle a codé le tout par couleur, SMS, email, relevé bancaire, photo. Tu vas entrer dans ce bureau avec une affaire, dit-elle en refermant le couvercle. Tu n'es pas seulement une victime. Tu es leur pire cauchemar, une victime qui écrit tout. J'ai souri pour la première fois depuis des jours, car elle avait raison. Ils avaient volé la mauvaise vieille femme. Et maintenant, je rassemblais toutes les preuves de trahison, toutes les bribes de preuves, et j'allais les utiliser toutes. 2 jours plus tard, je l'ai tenu entre mes mains, le document qui a tout changé. Brooke l'avait déposé à l'hôpital. Discrètement, avec assurance. Un mince paquet FAD étiqueté procuration limitée. Une copie avait finalement été obtenue par l'intermédiaire de l'équipe d'aide juridique, tamponnée et horodatée, signée de mon gribouillage tremblant au bas de la page 3. Je l'ai regardé pendant près de 10 minutes avant de pouvoir me résoudre à lire au-delà du titre. La formulation était précise, stérile, un langage juridique conçu pour semer la confusion. Mais, enfoui dans les petits caractères, juste en dessous d'un paragraphe sur l'autorité administrative de routine, il disait: l'autorité comprend, sans illimité, les transactions financières, la gestion immobilière et la prise de décision juridique jusqu'à ce que le mandant révoque par écrit ou soit considéré comme entièrement réhabilité. J'ai cligné des yeux. Il n'avait pas seulement géré mon dossier médical, il s'était donné un accès légal à tout. Le document, temporaire, n'avait aucune date d'expiration, aucune clause exigeant une réévaluation médicale, ni aucun contrôle par un tiers. Il était totalement ouvert. Et Jason avait signé comme témoin. Je me suis adossé à ma chaise, les mains tremblantes. Je me souvenais maintenant très bien de ce qui s'était passé. L'infirmière venait de me donner un remède contre le mal de tête. J'étais pris de vertige. Jason me tenait la main tandis que Brooke restait à mes côtés, feuilletant les pages. Tu nous fais confiance, n'est-ce pas, avait-elle dit. On doit juste te faciliter la tâche pendant que tu te reposes. J'avais hoché la tête. Bien sûr que je leur ai fait confiance. Et ils avaient tout pris sous couvert d'aide. J'ai passé le document à l'avocate du bureau d'aide juridictionnelle au Karen, une femme au regard perçant et à la voix d'acier et de miel. Elle l'a lu une fois, puis une autre fois, plus lentement, la bouche pincée. Cela a été rédigé pour paraître inoffensif, a-t-elle déclaré. Mais ils l'ont utilisé comme un pied de biche. Puis-je le révoquer, ai-je demandé. Vous l'avez déjà fait en nous contactant, dit-elle. Mais nous allons nous assurer qu'un tribunal le verra aussi. Surtout une fois que nous aurons déposé une demande d'injonction concernant la maison. Une injonction, ai-je répété. Cela signifie, dit Karen en se levant, que nous gelons la propriété avant qu'ils ne tentent de la vendre, de la refinancer ou de la détruire. Ils ne peuvent pas tirer profit de l'électricité volée. Pas sous notre surveillance. J'ai senti mon souffle se couper. Pas sous notre surveillance. Plus maintenant. Ce soir-là, j'ai placé la copie de la procuration à côté du classeur que Nancy et moi avions confectionné. C'était surréaliste, il contenait la preuve de ma propre perte. Mais pour la première fois, je ne me sentais pas impuissante. Car maintenant, je voyais exactement ce qu'ils avaient fait. Et cela signifiait que je pouvais enfin, légalement, annuler tout ça. J'ai disparu de leur monde, mais pas du combat. Pendant que Jason et Brooke souriaient sur des selfies Instagram dans mon salon, j'étais assis dans des bureaux d'aide juridique, à imprimer des relevés bancaires et à certifier des lettres. Ils publiaient des légendes comme « Maison douce, maison cœur rouge » #béni, je signais des affidavits sous serment, associant mon nom à la vérité.
Karen, mon avocate, l'a très bien résumé, ils s'attendent au silence. C'est comme ça que ça marche. On se tait, et ils s'en tirent. Je ne restais plus silencieux. Nous avons construit le dossier étape par étape. En commençant par la chronologie de l'hôpital, le dossier médical, les médicaments que je prenais, le brouillard cognitif documenté suite à mon AVC. Nous avons inclus tous les messages que Brooke m'a envoyés pendant ma convalescence, en particulier celui où elle écrivait « Ne stresse pas, Linda. On s'occupe de tout ». Karen sourit en voyant celui-là. Tout, hein? Ça va être vraiment joli devant un juge. Je n'ai pas parlé à Jason. Pas une seule fois. Je n'ai pas répondu à ses SMS. Je n'ai pas répondu à ses appels 2 fois en une semaine. Probablement une panique de dernière minute quand leur courrier a commencé à être refusé ou quand la banque a signalé son compte à cause de nos déclarations. Je suis resté chez Nancy. Nous avons dîné tranquillement, parfois en silence, d'autres fois en ressassant chaque insulte que Brooke m'avait lancée, comme des préparatifs de bataille. Nancy les appelait « des répétitions pour une juste vengeance ». Et pourtant, les photos continuaient d'arriver. Brooke pose avec une planche de charcuterie dans ma cuisine. Jason trinque avec ses amis sur ma terrasse. Un post, jeudi de la gratitude, présentant le salon que j'ai décoré pendant plus de 30 ans, avec une légende béate sur les « nouveaux départs ». Mais ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Ils n'ont pas vu les documents déposés, ni le juge examinant notre demande d'injonction, ni le gel des biens, ni la date d'audience fixée. Ils riaient sur le porche, pendant que je chargeais les preuves dans des dossiers. Je ne cherchais pas à les détruire. J'essayais de me reconstruire. Et si récupérer ce qui m'appartient les exposait, alors peut-être apprendrait-il enfin la différence entre héritage et vol, entre amour et propriété, et entre une femme discrète et une femme restée trop longtemps silencieuse. Ce n'était pas moi qui frappais à la porte. Il appartenait à l'adjoint du shérif qui se tenait à côté de moi. Il portait des lunettes de soleil foncé et tenait un presse-papier dans une main, une ordonnance du tribunal pliée dans l'autre. Sa présence n'était pas bruyante, mais elle était définitive. Brooke ouvrit la porte avec son sourire habituel, prononçant déjà le mot « bonjour » avant que son regard ne se pose sur le badge. Puis sur moi. Et puis son visage s'assombrit. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama-t-elle en reculant. L'adjoint s'exprima d'un ton calme, sans émotion. « Je suis ici pour délivrer et faire appliquer une décision de justice. » Cette propriété a été immédiatement placée sous gel légal dans l'attente d'une enquête pour exploitation de personnes âgées et d'une procédure pour fraude immobilière. Jason apparut derrière elle, pieds nus, tenant une pomme à moitié mangée. Il se figea en pleine bouchée. Je me suis avancé, pas à l'intérieur, juste jusqu'au seuil. « Bonjour, Brooke, dis-je doucement. » Elle secoua la tête, la bouche ouverte comme si elle essayait de se défendre. « C'est notre maison. » « Non, dis-je en la regardant droit dans les yeux. C'est à moi. Et le tribunal est d'accord. Le député lui a remis l'ordre plié. Tu ne peux pas faire ça, hurla-t-elle d'une voix aiguë. Tu as signé les papiers. Et le tribunal décidera si ces signatures ont été obtenues légalement, ai-je dit. En attendant, vous n'êtes pas autorisé à vendre, transférer ou modifier ce bien de quelque manière que ce soit. Jason n'avait toujours pas parlé. Il se tenait derrière elle, les lèvres entr'ouvertes, les yeux rivés sur le papier qu'elle tenait à la main. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas nié ce qu'ils avaient fait. Il est resté là, à regarder. La voix de Brooke se brisa. Espèce de vieux vindicatif. L'adjoint leva la main. Ça suffit, madame. On vous a signifié. Vous pouvez contester cela par voie légale, mais aujourd'hui, vous vous conformerez. Brooke se retourna et claqua la porte si fort que les fenêtres tremblèrent. Je suis resté là un autre moment, écoutant le son étouffé de sa voix s'élever de l'autre côté. Puis je me suis retourné et j'ai descendu les marches. Ma canne frappait le béton comme une ponctuation. À chaque pas, une phrase disait. On n'efface pas les gens comme moi. On ne vole pas des années de travail avec une signature et un sourire narquois. Et on ne réduit pas quelqu'un au silence juste parce qu'il est resté silencieux assez longtemps pour vous rassurer. Je n'avais pas besoin de dire un mot de plus. La maison était gelée. Mais j'étais enfin en mouvement. La salle d'audience était froide, non pas en termes de température, mais de ton. Des panneaux de bois stériles. Un bourdonnement de ventilation.
Le léger frottement des papiers pendant que les avocats se préparaient. Mais je me tenais droit, les mains jointes sur les genoux, vêtu du costume bleu marine que Nancy insistait pour que je porte. On dirait quelqu'un qui a encore son esprit, avait-elle dit ce matin-là en remontant ma braguette. Qu'ils essaient de me dire le contraire. Brooke était assise à la table des plaignants, vêtue d'un chemisier blanc impeccable, les cheveux tirés en arrière comme la femme d'un politicien. Jason était à côté d'elle, les yeux baissés, les épaules raides comme s'il voulait disparaître. Leur avocat, un jeune homme élégant en costume ajusté, était le premier à intervenir. « Votre honneur, commença-t-il, nous pensons que l'état mental de mademoiselle Warner était compromis au moment de la signature de la procuration. Elle venait de subir un accident vasculaire cérébral et était sous traitement médicamenteux intensif. Ses enfants agissaient dans son intérêt. » Il fit un geste vers Brooke d'une main experte. Madame Edwards a agi uniquement pour s'assurer que les finances et les biens de sa belle-mère soient gérés de manière responsable pendant sa convalescence. Toutes ses actions étaient légales, et... Karen se leva. Objection. Si Madame Warner était inapte à prendre des décisions financières, elle était certainement inapte à céder son pouvoir légal. Les intimés ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Le juge hocha la tête. Accepté. Poursuivez votre plaidoirie. Karen s'avança, document en main. Votre honneur, nous disposons du dossier médical du jour de la signature. Madame Warner suivait un traitement médicamenteux après un AVC qui a affecté ses fonctions cognitives et sa mémoire. Elle n'a pas bénéficié des services d'un avocat indépendant, et la rédaction du document a été entièrement facilitée par les défendeurs, qui avaient tous deux un intérêt financier évident dans l'issue du procès. Elle m'a remis les rapports d'hospitalisation, les registres des infirmières, et même une déclaration de Sharon, mon ancienne colocataire à Willow Glen. Puis elle a fait écouter les enregistrements. Mes messages vocaux. Les messages restaient sans réponse. Les publications Instagram de Brooke montrant les rénovations effectuées avant même la cession de l'acte de propriété. Et enfin, ma voix. Claire et stable dans la déposition filmée. Je n'étais pas confuse, j'ai dit sur l'écran point. J'étais épuisé. Je leur faisais confiance. Je pensais qu'ils m'aimaient. Le silence régnait dans la salle d'audience. Même Brooke se dégonfla légèrement. Lorsque le juge s'est tourné vers moi et m'a demandé si j'avais quelque chose à dire, je me suis levé lentement. J'ai tout donné à mon fils, dis-je d'une voix calme mais ferme. J'ai mis la maison à mon nom. J'ai travaillé des décennies pour la conserver. Je n'ai jamais eu l'intention de la donner, pas de mon vivant. J'ai alors regardé directement Jason. Je pensais que si je lui facilitais la vie, il me protégerait. Au lieu de ça, ils m'ont rendu jetable. Jason n'a pas levé les yeux. Le juge prit des notes, hocha lentement la tête, puis se tourna vers Brooke. Avez-vous quelque chose à présenter qui réfute cette preuve? Brooke se déplaça, puis se pencha vers son avocat, mais ne dit rien. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Ils étaient venus en espérant gagner par défaut. Mais je n'étais pas arrivé les mains vides. J'avais la vérité. J'avais des preuves. Et j'avais la force qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. Le marteau a frappé une fois. Sur la base des preuves présentées, ce tribunal conclut que le transfert du titre de propriété de Linda Warner à Jason et Brooke Edwards a été effectué dans des circonstances trompeuses et sans consentement éclairé. Mon cœur s'est arrêté. La procuration a été utilisée abusivement au-delà de sa portée prévue et est par la présente annulée. Le transfert de propriété est annulé. La propriété du bien revient à Linda Warner, avec effet immédiat. Je ne respirais plus. Je restais assis là, tandis que les mots retombaient comme la poussière après une démolition ferme, définitif. Brooke halta à côté de Jason, son sang-froid se brisant dans un souffle saccadé. C'est dingue, hurla-t-elle. Elle ne veut même pas de cette maison. Elle n'arrive même pas à monter les escaliers. Le juge n'a pas bronché. Vous pouvez faire appel si vous le souhaitez. Mais la décision est maintenue. Karen a doucement touché mon coude. Ça y est, murmura-t-elle. Tu as gagné. Brooke se tourna vers Jason et lui tapa sur le bras. Dis quelque chose. Elle ment. Mais Jason resta planté là. Sans un mot. Sans aucun contact visuel. Il enfouit ses mains dans ses poches et sortit. Sans se retourner. Sans la défendre. Sans s'excuser. Je viens de partir.
Les portes du tribunal se refermèrent derrière lui dans un bruit sourd. Brooke s'assit, le visage rouge, marmonnant pour elle-même. Le sourire confiant qu'elle arborait autrefois comme un bouclier s'était effondré, s'écroulant sous le poids de sa propre arrogance. Je me tenais debout sur des jambes tremblantes. Mon nom était à nouveau mien. Ma maison. Ma vie. Mais je ne me sentais pas triomphant. Pas encore. Car il n'y a aucune victoire à réaliser qu'on était jetable pour ceux qu'on aimait le plus. Aucune joie réelle à les voir s'effondrer. Seulement une douleur sourde d'avoir été intégrée à leur vie. Nancy m'a accueilli à la sortie du tribunal. Ses bras étaient déjà ouverts. « Tu l'as fait » murmura-t-elle. Je l'ai serré fort dans mes bras. Nous l'avons fait. Karen nous a rejoints, papier en main. Nous allons déposer l'annulation officielle cette semaine, a-t-elle déclaré, et je recommande de placer la maison dans une fiducie protégée afin que cela ne se reproduise plus jamais. J'ai hoché la tête. Parce que cela n'arriverait plus jamais. Pas sous ma surveillance. Pas tant que j'aurais encore du souffle, de la mémoire et un nom que j'avais repris de force. Le serrurier a terminé avant midi. À 12h05, leur clé ne fonctionnait plus. Je me tenais dans l'entrée, les nouvelles serrures fermées avec un clic. L'air était lourd de silence et de cire à bois parfumé au citron. Les meubles étaient toujours là, mais l'âme de la maison était enfouie sous les murs blanchis à la chaux et les rénovations de mauvais goût. Ce n'était pas du réconfort. C'était la coquille de ce qui était autrefois le mien. Je venais de déposer une boîte de vieux rideaux. Mon rideau lorsque la porte trembla sous 3 coups rapides. Je n'ai pas bronché. Je l'ai ouvert lentement. Brooke se tenait sur le porche, le gloss taché, ses lunettes de soleil sur la tête, comme si elle revenait d'un brunch plutôt que d'une trahison. Jason la suivait, les mains enfoncées dans les poches, le visage crispé. « Tu as changé les serrures ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés par une indignation performative. « Tu es sérieux ?» Je me suis écarté, mais je ne les ai pas invités à entrer.